BBC Info, merci pour votre fidélité. Voici le sommaire de cette édition de BBC Info. Il y aura un deuxième tour de la présidentielle en Tunisie. De sources indépendantes, il va opposer deux outsiders, le juriste Kais Saïd et le maillon de la presse Nabil Karoui. L'ancien ministre congolais de la Santé poursuivi par la justice, Oli Ilunga, est accusé d'avoir détourné plus de 4 millions de dollars destinés à la lutte contre l'Ebola. Et aussi dans ce journal, un entretien exclusif avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa se dit attristé et couvert de honte par la flambée de violences xénophobes dans son pays. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal avec cette information en provenance de La Haye. La procureure de la Cour pénale internationale CPI a fait appel contre l'acquittement en janvier dernier de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Fatou Bensouda se dit convaincu que les deux hommes se sont rendus coupables des crimes contre l'humanité pour lesquels ils étaient poursuivis. Elle déclare dans un communiqué, je cite, « L'appel va démontrer que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure qui ont abouti à l'acquittement de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé. » 7 millions de Tunisiens étaient appelés aux urnes hier dimanche pour choisir deux candidats parmi 26 pour le second tour de la présidentielle. Mais pas plus de 50% d'entre eux sont allés voter. Aucun incident majeur n'a bousculé le scrutin et tandis que les chiffres officiels de l'instance électorale se font attendre, plusieurs instituts de sondage font état d'un résultat surprenant. Deux outsiders, le juriste Kais Saïd et le maillon de la presse en prison Nabil Karoui, seraient les deux candidats admis à s'affronter pour le second tour. Nicolas Maris-Négos. La Tunisie s'est réveillée sidérée après le premier tour d'une élection présidentielle hors norme. Les deux premières places reviennent à deux outsiders anti-système, des résultats confirmés depuis par l'instance des élections. Kais Saïd, commentateur politique et constitutionnaliste sans parti politique, arrive en tête avec 19% des voix. Réuni avec son équipe de campagne dans le centre de Tunis, il s'est dit conscient d'avoir une grande responsabilité. Nous attendons en tout cas les résultats officiels. Mais ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant montre que j'ai remporté la première place. C'est une énorme responsabilité envers ce pays et ce peuple. Nabil Karoui, homme d'affaires en prison sous le coup d'une enquête pour blanchiment et fraude fiscale, récolte pour sa part près de 15% des voix. Les scènes de liesse se sont déroulées peu après la fermeture des bureaux de vote devant son quartier général. Sa femme, Salwa Smaoui, a lu une lettre du candidat incarcéré, saluant un jour exceptionnel pour la démocratie et pour l'histoire du pays. Aujourd'hui, le peuple tunisien a choisi deux candidats pour le second tour de la présidentielle. J'espère être relaxé pour être sur un même pied d'égalité avec mon adversaire Kais Saïd. J'appelle aussi les électeurs des autres candidats à me soutenir au second tour. Le taux de participation était de 45,02%, un chiffre faible au regard des 64% du premier tour de la présidentielle en 2014. Beaucoup d'incertitudes pèsent déjà sur cette élection présidentielle, dont le second tour ne sera organisé que dans quelques semaines. Les candidats et surtout les partis seront face à un défi de taille, celui de préparer parallèlement les législatives prévues pour le 6 octobre. Depuis Tunis, pour mieux comprendre ce dossier, Mohamed Sahbi Kelfaoui, chercheur universitaire et membre de l'Observatoire tunisien de la transition démocratique. Alors, Monsieur Kelfaoui, bonsoir à vous. Sous réserve de la confirmation des chiffres donnés par les instituts de sondage, eh bien, qu'est-ce que l'électorat a trouvé de séduisant sur les deux candidats, Kais Saïd et Nabil Karoui? En fait, depuis la révolution de 2011, la Tunisie traverse une forte crise sociale et économique. Depuis 2011, la classe politique s'est occupée à assurer la transition politique, à mettre en place les institutions démocratiques et à mettre en place une nouvelle constitution et à consolider ces institutions.
Et le volet social et économique a été délaissé par tant la majorité gouvernante que par l'opposition. Alors, donc, l'électorat a estimé que c'est les candidats anti-système qui sont la solution? Absolument. C'était une sanction pour toute une classe politique qui était présente depuis 2011. Et ce sont ces deux finalistes qui sont passés au second tour qui ont représenté l'anti-système. Disons que l'un des deux faisait partie du système. M. Nabil Karoui a toujours été du côté des gouvernants depuis 2011, mais seulement depuis 3 ans. C'est son travail caritatif qu'il le fait à travers son association de la société civile qui lui a valu une forte notoriété, une forte popularité chez plusieurs franges de la société tunisienne, notamment les classes populaires. D'un autre côté, le professeur Kais Saïd a bénéficié lui aussi de ces passages télévision dans lesquels il faisait certes les analyses constitutionnelles et politiques, mais surtout il critiquait cette classe politique qui était en place. Donc, oui, parlant de Nabil Karoui, il est en prison, il a fait campagne depuis la prison. Est-ce qu'on peut dire qu'il a bénéficié d'une sorte de vote sympathique? Non, je ne le pense pas. Nabil Karoui est en prison depuis le 23 août. Et avant le 23 août dernier, sa campagne, il la faisait depuis 3 ans. Donc, peut-être, je dirais même que son emprisonnement lui a fait perdre quelques points. Dans tous les sondages d'opinion qui précédaient ces élections, il était toujours en tête. Et c'est Kais Saïd qui le dépasse. Et donc, qu'est-ce qui n'a pas marché, très rapidement, qu'est-ce qui n'a pas marché pour Youssef Chahed qui faisait figure de favori? C'est principalement son bilan gouvernemental. Il y a un fort refus et une forte colère dans la rue tunisienne par rapport au bilan gouvernemental de Youssef Chahed. C'est principalement qui a été son point faible. Merci Mohamed Sahabi Kelfaoui en direct depuis Tunis pour ces explications. Au chapitre toujours des élections en Tunisie et en Algérie voisine, plutôt la date de la présidentielle est enfin connue. Le pays est appelé aux urnes le 12 décembre pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika qui a démissionné le 2 avril dernier. Le scrutin devait avoir lieu en juillet, il avait été reporté pour avril. Dans une allocution télévisée, le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, a exhorté les Algériens, je cite, à la mobilisation pour faire de ce rendez-vous le point de départ du processus de renouveau de la nation. Autre chose à présent, le docteur Oli Ilunga, il est l'ancien ministre de la Santé en République démocratique du Congo. Il était le visage de la réponse du gouvernement congolais à l'épidémie Ebola. Ilunga est aujourd'hui en garde à vue. Il a été arrêté pour détournement présumé de plus de 4 millions de dollars des fonds, selon la police, qui étaient destinés à la lutte contre Ebola. L'ancien ministre clame son innocence. Et pour plus de détails, voici notre correspondant Poli Mouzalia depuis Kinshasa. L'ex-ministre congolais de la Santé devrait être transféré au parquet près la Cour de cassation que vous voyez derrière moi ce lundi. Samedi dernier, il a été arrêté puis placé en garde à vue car soupçonné d'avoir tenté de quitter le pays de manière clandestine. Oli Ilunga est sous le coup d'une enquête car soupçonné d'avoir détourné environ 4 millions de dollars de fonds publics destinés à la lutte contre Ebola qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Des allégations de détournement de fonds que les avocats de l'intéressé ont toujours rejeté. Oli Ilunga avait démissionné de ses fonctions le 22 juillet dernier, s'estimant désavoué par le président Félix Tshisekedi qui avait décidé de lui retirer la direction de la lutte contre le virus d'Ebola. La République démocratique du Congo fait face à sa pire épidémie d'Ebola. Depuis un peu plus d'une année, la maladie a déjà fait environ 2100 victimes à l'est du pays. Poli Mouzalia, BBC Info, Kinshasa. Restons à RDC où c'est toujours le mystère sur les causes de l'accident de bateau survenu au cours du week-end et qui a coûté la vie à 36 personnes. 71 ont tout de même pu être secourus. Le bateau, une baleinière selon les autorités, transportait des marchandises et des passagers. Il se rendait de Mayen-Dombe à Kinshasa quand l'accident est survenu à 100 km de la capitale dans la province de Maluku. BBC Info, quelques autres titres de l'actualité.
La police burkinabé a dispersé à coups de gaz lacrymogène une manifestation interdite par le gouvernement. Cette manifestation suivie d'une grève de 24 heures a pour objectif de dénoncer la gouvernance du président Roch-Marc Christian Kaboré. Les autorités avaient refusé d'accorder l'autorisation de manifester sous prétexte du non-respect des délais requis pour déposer le préavis et aussi de la situation sécuritaire. Toujours au Burkina Faso, du nouveau dans le financement du G5 Sahel, dont la mission, vous le savez, est de lutter contre le terrorisme au Sahel. Les chefs d'État de la sous-région réunis à Ouagadougou le week-end ont adopté un plan de financement du groupe à hauteur d'$1 milliard sur les 4 prochaines années. Depuis le lancement du G5 Sahel, le défaut de financement est l'un des facteurs qui plombe ces opérations. Une flambée des prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Il s'agit d'une réaction aux attaques perpétrées samedi contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Les frappes ont réduit de 5% l'approvisionnement mondial de pétrole. Le président américain Donald Trump a alors autorisé la disponibilisation des réserves stratégiques de pétrole américaines, ce qui a permis de maîtriser la soudaine volatilité des cours sur le marché. Et puis ces avertissements du Premier ministre luxembourgeois à l'encontre de son homologue britannique Boris Johnson. Selon Xavier Bettel, Londres devrait arrêter de faire des reproches à l'Union européenne sur l'échec des pourparlers en vue d'un accord sur le Brexit et assumer plutôt ses responsabilités. Boris Johnson a boycotté une conférence de presse conjointe après avoir rencontré Xavier Bettel qui a dû donc s'adresser à la presse en l'absence de son hôte. C'est la première interview du président sud-africain depuis la flambée des violences xénophobes dans son pays. Une flambée qui a coûté la vie à 12 personnes avec à la clé de nombreux dégâts matériels. Dans cet entretien accordé à la BBC, le président sud-africain Cyril Ramaphosa dit regretter ces incidents. Écoutez-le. Mon message à l'ensemble de notre continent, y compris au peuple sud-africain, est que l'Afrique du Sud ne peut pas et ne sera jamais xénophobe. Et nous disons que personne ne devrait croire à cette fausse nouvelle qui se répand partout, comme quoi l'Afrique du Sud serait contre les ressortissants étrangers et les Nigérians. Nous sommes très inquiets et bien sûr en tant que nation, nous avons honte parce que cela va à l'encontre de l'éthique, à l'essence même de ce que représente l'Afrique du Sud. Nous voulons aussi que les Sud-Africains se sentent les bienvenus dans toute l'Afrique. Donc, tous les Africains sont les bienvenus en Afrique du Sud. Allez, on commence cette page sportive avec la Ligue. Avec la Ligue, on a un petit problème. La Ligue africaine des champions dont la phase allée du premier tour s'est jouée ce week-end. Plusieurs résultats, donc des résultats importants avec notamment la victoire des Sénégalais de Génération Foot sur le Zamalek. Le Horoya de Conakry s'est incliné 2-0 face au GS Kabylie. 0-0 entre Fossa Junior et les Congolais du TP Mazembe. Même score nul et vierge pour l'AS Vita en déplacement chez les Congolais de Kara. Les Togolais de Kara plutôt. Les champions en titre, l'Espérance de Tunis, ont été accrochés au Tchad face à l'Elec Sport. Ils se sont quittés sur le score de 1 but partout. Mais l'info la plus importante pour l'Espérance de Tunis ce week-end était la confirmation de leur titre la saison dernière. L'appel du Wydad de Casablanca a été rejeté par la commission de la CAF et donc après de longs mois de spéculation, les Tunisiens sont donc bel et bien champions d'Afrique et le dossier est désormais classé. Football toujours, mais en Angleterre cette fois-ci avec le match nul des Gunners d'Arsenal. Malgré un doublé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, Watford a rattrapé son retard dans les dernières minutes. À l'arrivée, 2 buts partout dans ce match qui a vu les premières minutes en championnat du Sénégalais Ismaïla Sarr dans sa nouvelle entre de Vicarage Road. Pour boucler ce journal, le cliché du jour. Un jet de projectile pendant un match de football, généralement ce n'est pas tolérable. Mais c'est l'exception qui fait la règle, dit-on. Ici donc, lors de ce match aux Pays-Bas, le jet de projectile n'était pas interdit. Les fans des deux camps opposés s'y sont donnés mutuellement à cœur joie, faisant descendre une pluie de gadgets moelleux sur le gradin.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment au Cameroun sur Canal 2. Au revoir.